France Inter. Ce qu'on entend là, Sébastien, c'est une ambiance de victoire électorale en Finlande. C'était en avril dernier, l'extrême droite finlandaise entrait au gouvernement. Depuis, les polémiques s'enchaînent. La dernière, pas plus tard que cette semaine. Avec cette fois dans la tourmente, la chef de l'extrême droite finlandaise, elle-même la présidente du parti des Finlandais, Riikka Purra, numéro 2 de la coalition au pouvoir droite-extrême droite, en clair, la vice-première ministre. Arvoisa herra puhemies. Onpa taas surullista kuultavaa. Riikka Purra, que l'on entend ici au Parlement finlandais, a fait de l'immigration son cheval de bataille depuis toujours. Et la presse vient d'exhumer des propos tenus par elle il y a 15 ans, explicitement racistes. À l'époque, Riikka Purra écrit sur le blog d'un autre politicien d'extrême droite, condamné depuis pour incitation à la haine raciale. Elle écrit par exemple, le 25 septembre 2008, après un voyage en train de banlieue, « Si on me donnait une arme, il y aurait des cadavres ici », sans compter ses références à des singes turcs ou à des marchands ambulants noirs vendant de faux vuitons. Riikka Purra a d'abord refusé d'endosser la responsabilité de ses propos, puis devant le tollé politique au sein même du gouvernement, elle a fini par publier un long post d'excuses sur les réseaux sociaux hier, expliquant qu'à l'époque, elle se sentait, dit-elle, désespérée par certains aspects de l'immigration. « Je m'excuse pour ces propos stupides », dit-elle, « je ne suis pas une personne parfaite, j'ai fait des erreurs ». Le problème, c'est que ce n'est pas la première erreur, comme elle le dit dans son camp. La semaine dernière déjà, le ministre de l'économie avait dû démissionner après la révélation de propos carrément néo-nazis. En mars dernier, Vilhelm Junnila avait lui félicité un autre membre de son parti, les Finlandais, pour son numéro de candidat, le numéro 88, synonyme de Heil Hitler. Ce numéro gagnant avait-il ironisé. Bravo, vraiment. Aux États-Unis, la libération d'une ancienne disciple de Charles Manson après 50 ans derrière les barreaux. Elle s'appelle Leslie Van Houten. Je vous en ai parlé dans une précédente chronique. Un demi-siècle derrière les barreaux pour avoir participé à un double meurtre en 1969 à Los Angeles, juste après celui de Sharon Tate, l'ex-femme de Roman Polanski. Leslie Van Houten, condamnée d'abord à mort, puis à la perpétuité, est donc sortie de prison. Et hier, c'était sa 6e demande de libération conditionnelle. Leslie Van Houten released today after more than 50 years behind bars for her role in the infamous 1969 murders. Les télés américaines reviennent sur le parcours carcéral de cette femme âgée aujourd'hui de 73 ans. Un parcours exemplaire depuis des années sans aucune violence. Elle a suivi une psychothérapie pendant des décennies. Elle a passé une licence, un master d'éducatrice. La justice était favorable depuis longtemps à sa libération, mais c'est à chaque fois les gouverneurs de Californie, là où elle est incarcérée, qui ont opposé leur veto. 5 demandes de libération, toutes refusées jusqu'à la dernière où la Cour d'appel de Californie a fini par donner raison aussi à Leslie Van Houten. Pour bloquer cette décision judiciaire, il aurait fallu faire intervenir la Cour suprême de Californie, ce que n'a pas voulu faire le gouverneur démocrate malgré les pressions des familles de victimes de Charles Manson. Leslie Van Houten est donc libre depuis hier. Elle va d'abord passer 1 an dans un centre de rééducation pour s'adapter à cette société contemporaine américaine dans laquelle elle n'a plus vécu depuis 1973. Allez, on reste aux États-Unis, ça n'a vraiment rien à voir. Nous sommes en Alaska avec le début des Olympiades inuites. Les Jeux olympiques mondiaux indo-esquimaux, précisément. La 62e édition du genre commence aujourd'hui pour 4 jours. 3000 personnes sont attendues à Fairbanks. Les Olympiades inuites, avec leur discipline étrange, à la limite du ridicule, sont d'abord une façon de faire revivre la culture et les traditions sportives de ces peuples autochtones. Many of these games were designed to build up resistance to pain, a quality needed to survive the harsh realities of life. On entend ici les commentateurs décrire les épreuves avec la plus connue d'entre elles, le tir-oreille, une épreuve de tir à la corde avec les oreilles, conçue pour prouver sa capacité à endurer la souffrance. Il y a aussi le high kick, le coup de pied haut, consistant à essayer de toucher avec les pieds un ballon placé à 2,50 m de hauteur. Là, il s'agit de faire revivre ce moyen de communication ancestrale qui consistait à alerter le village d'une pêche réussie ou d'un problème grave en sautant très haut avec les pieds. Citons enfin le saut de phoque, saut sur les poings et les pointes de pied, ou
le bâton indien enduit de graisse de phoque et que l'on doit arracher à son rival. Les épreuves ne sont pas cadrées par des limites d'âge. La seule règle, c'est qu'il faut avoir au moins 12 ans et des oreilles en béton armé. Comment ? Vous n'y arriverez jamais, Fabienne. Ça va, j'ai même pas envie d'essayer, je vais vous dire. Sébastien, ça fait très mal. Et les autres non plus, d'ailleurs, et notamment, je n'ai pas bien compris comment, en sautant très haut, on prévenait les gens de très loin. Ça se voit de très loin. C'est vrai. Et sur la banquise, il n'y a pas d'obstacle. Alors c'est vrai qu'il y a moins d'obstacles. Merci beaucoup, Sébastien. Vraiment, c'était très instructif. Allez, vous revenez demain.